Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours de physique. Aujourd'hui, cette première vidéo va parler des ondes sonores, donc du son, qui correspond au cours ondes, pages 13, 14 et 15. Il sera suivi juste ensuite par le cours sur les ondes sismiques, qui correspond aux pages 16, 17, 18. Vous avez ensuite une page 19 qui est une sorte de dictionnaire du vocabulaire utilisé pour ces ondes-là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pages pour ces deux parties, sauf qu'en réalité, il n'y a pas non plus beaucoup de choses très difficiles à apprendre. Ce sont surtout des connaissances sur lesquelles vous serez testé pour ces deux parties-là. C'est-à-dire que le calcul sur les ondes, vous les avez déjà quasiment tous fait dans les parties précédentes, et pour ces deux parties-là, vous devrez simplement connaître les choses spécifiques aux ondes sonores et aux ondes sismiques. On commence tout de suite donc avec le début sur les ondes sonores. Le début correspond à des définitions. Donc les ondes sonores, c'est une autre façon de parler du son. En français, quand on parle du son, on parle en réalité des ondes sonores, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que dans le cours, je parle parfois d'ondes sonores, parfois de son. Donc ici, il y a beaucoup de définitions de mots importants que vous devrez connaître parce que les exercices vont porter dessus. Donc le plus important, c'est que le son est une onde mécanique. C'est une onde qui est une perturbation de pression statique. Rappelez-vous ce que c'est que la pression statique. Donc une perturbation de cette pression statique qui se propage dans l'espace. C'est une onde longitudinale, mécanique. Une onde mécanique a toujours besoin d'un milieu pour se propager, elle ne se propage jamais dans le vide. En l'occurrence, ce que vous entendez avec vos oreilles, c'est la pression de l'air qui a été modifiée, et on a besoin des molécules d'air pour l'entendre. Donc, comme toutes les ondes, le son possède une fréquence, une période, une longueur d'onde, une célérité. L'information importante, c'est que plus le milieu est dense, plus la célérité du son est grande. Donc bien sûr, la célérité du son est plus grande dans un solide que dans un liquide, que dans un gaz. Pour la célérité dans un gaz, attention, ce qui est important, c'est la densité. Donc la température d'un gaz fait changer sa densité. Donc bien sûr, dans un gaz, la célérité du son dépend de la température. C'est une question qu'on peut vous poser. Maintenant, ce qui est spécifique au son. En musique, la fréquence du son s'appelle une note. Une note de musique, c'est une fréquence. Le La de référence utilisé par les musiciens, par exemple, c'est 440 Hz. Plus la fréquence des ondes sonores est élevée, plus le son est aigu. Plus la fréquence est basse, plus le son est grave. Ça, c'est important. L'oreille humaine entend entre 20 000 Hz et 20 Hz. Alors ça, c'est pour une très bonne oreille. En général, la gamme d'écoute est plus petite que ça. Le timbre d'une onde sonore, ça équivaut à son identité. C'est-à-dire que pour la même fréquence, par exemple pour le même La 440, si c'est un piano qui le joue ou un violon qui le joue, vous entendrez la différence puisque le timbre est différent. Le timbre, c'est l'identité du son, pour le dire de façon simple. Ok, on passe à la suite. La suite, c'est de parler des unités de mesure du son. Donc, je vous l'ai dit, le son, c'est une onde de pression. Pourtant, on ne va pas parler de pression lorsqu'on parle de mesure de la force du son. D'ailleurs, on ne dit pas la force du son, on dit le volume sonore. On dit aussi, ce qui est marqué plus bas, l'intensité acoustique ou l'intensité sonore. On mesure ça en décibels. Attention, l'échelle des décibels est une échelle logarithmique. Si vous ajoutez 3 décibels à un volume sonore, vous multipliez ce volume par 2. Vous avez à gauche ici des exemples de décibels qui correspondent à des situations de la vie réelle. Je descends un petit peu pour parler de quelques autres propriétés du son. Donc, concernant le volume du son, plus vous vous éloignez de la source, plus le volume diminue, ça c'est logique. Et les ondes sonores, les ondes du son, ce sont des ondes mécaniques, donc comme toutes les ondes mécaniques, lorsqu'elles changent de milieu, elles changent de célérité et elles changent de longueur d'onde, mais la fréquence reste la même. Si vous prenez un piano et qu'il fait un La, par exemple, ça restera un La, que ce soit dans l'eau ou dans l'air, vous entendrez la même note. Par contre, la vitesse à laquelle ça viendra à votre oreille ne sera pas la même. Ce petit schéma ici est un schéma de fonctionnement du sonar qui utilise le son pour détecter des objets. Il utilise donc la réflexion des ondes sonores. Alors, vous inquiétez pas, on va pas l'étudier en détail, il faut juste savoir comment ça fonctionne. Il envoie une onde sonore, et donc cette onde sonore arrive sur une paroi et elle est réfléchie et revient à la source.
si on connaît la célérité du son dans le milieu, par exemple dans l'eau ou dans l'air, on peut connaître la distance entre la source et l'objet, puisque le son va parcourir 2 fois cette distance, ok, de la source à la paroi, de la paroi à la source. C'est le fonctionnement du sonar. La réflexion des ondes sonores s'appelle l'écho. Dans votre cours, la partie qui décrit le sonar et le phénomène d'écho est en fait ici, page onde 14. Donc c'est là que j'ai mis une petite phrase qui décrit l'écho. Vous n'avez pas beaucoup de choses techniques à savoir là-dessus, c'est simplement une réflexion. Donc les ondes sonores se réfléchissent sur les parois et c'est un fonctionnement utilisé par les sonars. On va parler maintenant des ondes sonores. Alors, sur cette partie-là, on dirait qu'il y a beaucoup de calculs et c'est vrai. Pourtant, je vous explique, pour commencer, la chose la plus importante que vous devez connaître, c'est cette formule ici. Cette formule vous permet de trouver la fréquence émise par une corde tendue. La fréquence du son. Par exemple, tout le monde a déjà entendu de la guitare, lorsqu'on pince une corde, ça émet un son. Alors, ce que vous devez connaître dans cette formule-là, c'est simplement le fait que plus la tension de la corde est forte, plus la fréquence est élevée. Plus la masse linéique de la corde est grande, plus la fréquence est basse. Et plus la longueur de la corde est grande, plus la fréquence est basse. Ok, donc c'est ces choses-là que vous devez connaître, qui sont d'ailleurs résumées dans ce petit tableau ici. Plus la corde est longue, plus la masse linéique est grande, plus le diamètre et la section de la corde est grande, plus la fréquence diminue. Par contre, la seule chose qui augmente proportionnellement, c'est la tension. Il y a une racine carrée, mais plus la tension est grande en haut, plus la fréquence du son augmente. Ok. Je veux juste réexpliquer une ou deux choses sur cette partie-là. Maintenant que j'ai dit l'important, le reste, on vous demandera pas de calcul, ok, dans les exercices. Mais pour ceux qui veulent vraiment comprendre d'où ça vient, ça vient tout simplement de ce qu'on a vu dans les cordes tendues. La fréquence du son, c'est la même que la fréquence de la corde tendue. Vous vous rappelez de cette formule-là que je surligne dans ma souris, c'est la vitesse d'une onde dans une corde tendue. C'est la racine carrée de la tension divisée par la masse linéique. On l'avait déjà vu avant, c'est pour ça que je vous ai pas réexpliqué ce que c'était dans la définition de la fréquence du son. Donc, ce que j'ai écrit, la formule que je vous ai dit qui était la plus importante, elle découle directement de ces deux choses-là. Célérité d'une onde dans une corde tendue, et fréquence est égale à célérité divisée par longueur d'onde. La chose que vous allez me demander, qui est peut-être la plus importante à comprendre, c'est que la longueur d'une corde tendue, c'est égal à la longueur d'onde divisée par 2. Pourquoi ? Parce que la fréquence, en tout cas dans laquelle il y a le plus d'énergie, qu'on appelle la fréquence de résonance d'une corde, et je vais en parler dans une minute, c'est lorsque vous avez un sommet au milieu de la corde. Sommet qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui devient un sommet, un creux. Sauf que pour faire une longueur d'onde, il faut un sommet et un creux. Donc la longueur d'onde, elle fait 2 fois cette longueur. Vous voyez, la longueur d'onde, elle devrait s'arrêter à peu près ici. Si elle commence à droite à ce point-là, au chevalet de la guitare, la longueur d'onde va jusqu'à gauche, à peu près au U de fréquence. Donc la longueur totale de la corde, c'est une longueur d'onde divisée par 2. Ok, je continue pour expliquer la suite. La suite, c'est que j'insiste un petit peu sur cette fréquence de résonance de la corde. C'est la fréquence à laquelle la corde va vibrer naturellement et dans laquelle elle va délivrer le plus d'énergie et qui va créer une note de musique qu'on entendra le plus, qu'on entendra le mieux. Elle va aussi créer des harmoniques, c'est un peu compliqué, mais pour l'instant, on va simplement parler de cette fréquence de résonance. Cette fréquence de résonance, elle existe dans beaucoup d'objets, j'en reparlerai plus tard, ici par exemple avec le diapason. Donc, avec la formule de tout à l'heure, ce que vous devez retenir est marqué dans ce résumé. Qu'est-ce qui se passe si la corde est longue ? Eh bien, la fréquence diminue. Si la masse linéique est grande, la fréquence diminue. Si le diamètre ou la section de la corde augmente, la fréquence diminue. Et à l'inverse, si la tension est grande, la fréquence augmente. Je vais parler maintenant de ces deux choses-là, des diapasons et des tuyaux sonores. Donc un diapason, c'est utilisé en musique, en tout cas c'était utilisé à une certaine époque, avant l'électronique. On tape sur cet objet et ça vous donne une fréquence. Ça vous donne donc un son, une note de musique. En général, c'est le La de 440 Hz, mais en fonction de la géométrie du diapason, on peut avoir plusieurs fréquences. Exactement comme pour les cordes de musique,
plus la longueur des fourches, les fourches c'est cette partie-là du diapason, plus cette longueur est grande, plus la fréquence est basse, donc plus le son est grave. Ça c'est important. La fréquence du son qui est donnée par le diapason s'appelle la fréquence de résonance, exactement comme pour la corde de guitare. Je descends pour parler des tuyaux, donc un tuyau c'est un tube, exactement comme dans cette flûte de Pan par exemple. Lorsque l'air passe à l'intérieur de ces tubes, il émet un son. Plus le tube est grand, plus le son est grave, plus la fréquence du son diminue. Exactement comme la corde de guitare et le diapason. Il s'agit de la fréquence de résonance, la fréquence du son émis par ce tube et la fréquence de résonance du tube. Plus le tube est grand, plus le son est grave. Plus le tube est petit, plus le son est aigu. Et je finis ce cours sur le son avant de passer aux quelques exercices en bas. En parlant du phénomène de résonance, je vous ai parlé de 3 fréquences de résonance, la résonance d'un tube, d'une corde et d'une fourche de diapason. Il se trouve que chaque objet possède sa propre fréquence de résonance, et si une source produit une fréquence, par exemple ce diapason à gauche, qui est exactement la même fréquence de résonance que les autres objets qui sont à côté, ces objets vont entrer naturellement en vibration à cause de l'onde émise par la source. C'est ça qu'on appelle le phénomène de résonance. En réalité, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ce phénomène, c'est quelque chose de très riche et très documenté en physique, mais pour ce cours, ça suffira en guise d'introduction. Je vais maintenant vous parler des exercices d'application et vous donner la solution. Premier exercice, ce sont 3 cordes tendues auxquelles on a rajouté des poids, enfin en tout cas des forces en newton, qui tirent ces cordes tendues. Vous avez compris que ces forces-là, ça correspond à la tension des cordes, en réalité. Donc, vous devez simplement comparer, vous voyez qu'on n'a pas de calcul à faire, mais quelle va être la fréquence, comparer les fréquences émises des ondes sonores qui vont sortir si jamais on pince ces cordes. Quelle fréquence va être la plus haute, quelle fréquence va être la plus basse. Donc, la réponse est simple, rappelez-vous de ce qui se passe, plus la tension est grande, plus la longueur des cordes est courte, plus la fréquence est élevée. Ok, donc ici, la corde est très courte avec une grande tension, ça va être la fréquence la plus grande, Fk. Ensuite ici, la longueur est un peu plus grande, et la tension est un petit peu plus basse. Donc forcément, la fréquence va diminuer. Mais elle sera toujours plus grande que, donc bien sûr, Fk est supérieur à Fm. Ce sera toujours supérieur à L, qui elle a la longueur la plus grande, donc fréquence basse, et qui n'a pas de tension appliquée dessus. Ce qui veut dire que la fréquence L sera la plus basse, donc la plus grave. Voilà pour cet exercice, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Je continue avec l'exercice suivant. Réponse C, bien sûr. Exercice 2. Ici, vous avez peut-être déjà fait ça, souffler dans des bouteilles. Vous voyez que le son passe et va faire une petite note de musique. Alors, quelle va être la note la plus aiguë? Quelle va être la fréquence la plus haute? Eh bien, rappelez-vous que ça dépend de la hauteur du tube, mais la hauteur d'air dans le tube, bien sûr, ok? L'eau ne compte pas, puisque ce sont les molécules d'air qui arrivent à vos oreilles et qui vous font entendre une fréquence. Donc, on va comparer simplement, là je vous montre la réponse, on compare les longueurs, la longueur des tubes, la longueur d'air dans le tube, on voit que la plus grande c'est M, ensuite c'est K et ensuite c'est L. Ensuite, on sait que les longueurs sont inversement proportionnelles aux fréquences, je l'ai mal écrit là d'ailleurs, donc on voit que c'est la fréquence L qui correspond à la plus petite longueur qui va être la plus haute, suivie de K qui est un petit peu plus longue, et suivie de M qui est encore plus longue. Voilà comment on va comparer les longueurs. Et d'ailleurs, vous pouvez le remarquer, si vous soufflez dans une bouteille, plus vous buvez ce qui est à l'intérieur, plus la fréquence va être grave. Voilà pour cette partie sur les ondes sonores, j'espère que vous aurez bien compris. Je vous dis à très bientôt en visioconférence, et dans une prochaine vidéo sur les ondes sismiques. Voilà, bonne journée, au revoir.